Au début des années 1990, un groupe de plongeurs amateurs explorait les eaux au large du New Jersey, lorsqu'ils firent une découverte qui défiait toute logique. Là, gisant silencieusement au fond de la mer, se trouvait un sous-marin, exactement là où il ne devrait pas y en avoir. Ce qu'ils allaient révéler dans les années suivantes allait non seulement changer la version officielle de l'histoire, mais aussi soulever des questions troublantes qui intriguent encore aujourd'hui les experts. Lorsqu'ils ont finalement eu accès à l'intérieur du navire, ce que les plongeurs ont trouvé à l'intérieur de ce sous-marin nazi coulé était tout simplement impressionnant. Le histoire vraie du U-869, sous-marin fantôme de la Seconde Guerre mondiale. Dans les eaux sombres et tumultueuses de l'Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale, la mort pouvait frapper sans avertissement, sans pitié, d'en bas. Les sous-marins allemands patrouillaient sous les vagues tels des requins, silencieux et invisibles, coulant des milliers de navires alliés avec une précision glaciale. Ces sous-marins étaient l'arme de terreur d'Hitler en mer, coupant les voies d'approvisionnement vitales et laissant derrière eux une traînée d'acier et de pétrole. Parmi les centaines de sous-marins lancés par l'Allemagne nazie pendant la guerre, la plupart furent coulés. Certains furent capturés et quelques-uns disparurent sans laisser de traces. L'un des plus mystérieux d'entre eux était l'U-869. Lancé en 1943, l'U-869 était un sous-marin de type 9C-40, l'un des plus grands modèles à long rayon d'action construits par la Kriegsmarine. Long de près de 76 mètres et équipé de 6 tubes lance-torpilles, il était conçu pour traverser l'Atlantique et attaquer les navires ennemis dans les eaux alliées. Sa mission, perturber, détruire, faire disparaître. L'U-869 était commandé par le capitaine Helmut Neuerberg, un officier de marine expérimenté. Fin 1944, alors que le vent de la guerre commençait à souffler contre l'Allemagne, l'U-869 fut envoyé en patrouille de combat. Selon les archives de guerre, le plan était de se diriger vers la région de Gibraltar, un point stratégique par lequel les navires alliés transitaient par la Méditerranée. Mais le chaos s'était déjà installé au sein du commandement allemand à ce moment-là. Mauvaise communication, ordres contradictoires et effondrement de la chaîne de commandement. On pense que la mission de l'U-869 a pu être modifiée en cours de route. Le 11 février 1945, un destroyer américain et un garde-côte américain signalèrent avoir attaqué et coulé un sous-marin allemand non identifié près de Gibraltar. Le rapport officiel qualifia l'incident de mort avéré. Compte tenu du timing et des mouvements prévus des sous-marins, les Alliés conclurent que le sous-marin détruit ce jour-là était l'U-869. La Kriegsmarine, vaincue et fragmentée, ne présenta aucun rapport contradictoire. L'affaire fut donc close. On supposa que l'U-869 avait été coulé au large de Gibraltar, entraînant les 56 membres d'équipage dans une mort imminente. Aucun survivant, aucun appel à l'aide, aucune trace. Pendant des décennies, personne n'a remis en question cette version des faits. Ce n'était qu'une ligne de plus dans l'immense et sanglante histoire de la Seconde Guerre mondiale. Encore un sous-marin ennemi qui n'a jamais regagné son port d'attache. Mais à y regarder de plus près, l'histoire commence à montrer des failles. Premièrement, aucune photographie ni image sonar confirmée d'une épave près de Gibraltar correspondant aux dimensions ou à la signature de l'U-869. Les rapports de guerre étaient notoirement peu fiables, souvent basés sur des confirmations visuelles obtenues dans des conditions de combat chaotiques ou sur des suppositions éclairées sous la pression. L'Atlantique était vaste, la technologie était primitive et les erreurs fréquentes. Deuxièmement, aucun document allemand de l'époque n'indiquait clairement la position finale de l'U-869. En 1945, la machine de guerre allemande était en ruine. Le trafic radio était interrompu. Les archives étaient incomplètes ou détruites. Journaux de bord subsistants étaient souvent ambigus. Certains experts pensent aujourd'hui que l'U-869 n'a peut-être jamais atteint le détroit de Gibraltar. Un autre détail, encore plus troublant, était le silence radio. Les sous-marins allemands devaient envoyer des rapports lors de leur mission, à la fois pour confirmer leur progression et pour recevoir de nouveaux ordres. La dernière fois que l'U-869 a été entendu, c'était dans l'Atlantique Nord, à des milliers de kilomètres de son épave supposée. Après cela, plus rien. Silence. Comme si l'océan l'avait englouti tout entier. Plus les historiens et les chercheurs enquêtaient, plus les questions se multipliaient. Le sous-marin avait-il été mal identifié lors de la bataille au large de Gibraltar? A-t-il été redirigé à l'insu de tous? Ou y avait-il quelque chose de bien plus inhabituel derrière tout cela? Pendant plus de 40 ans, l'U-869 est resté un mystère non résolu. Un navire fantôme, perdu dans le temps, enseveli sous des rapports contradictoires
et des souvenirs qui s'estompaient. Les familles de l'équipage n'avaient ni tombe à visiter, ni épave à pleurer. Juste un nom gravé sur un mémorial et des archives de guerre qui ne collaient pas. Même les experts ne parvenaient pas à s'entendre. Les historiens militaires ont pointé du doigt l'attaque de Gibraltar et ont insisté sur le fait que l'affaire était close. Mais les plongeurs, les chasseurs d'épaves et les détectives amateurs n'étaient pas aussi convaincus. Des décennies plus tard, un sonar révéla une image étrange au large du New Jersey. Les plongeurs sauveteurs se sont empressés de vérifier et leur découverte vous laissera sans voix. Le mystère de Jersey. L'Atlantique Nord, au large du New Jersey, est un cimetière d'acier. Sous les vagues gisent des centaines d'épaves, victimes de tempêtes, de collisions et de guerres. Pour les plongeurs locaux, c'est à la fois un terrain de jeu et un casse-tête. Mais à l'été 1991, un groupe de plongeurs d'épaves est tombé sur quelque chose de complètement différent de ce qu'ils avaient vu auparavant. À l'époque, John Chatterton, Richie Kohler et une petite équipe de plongeurs expérimentés du Nord-Est recherchaient une épave non identifiée à l'aide d'un sonar latéral. Les eaux au large des côtes étaient notoirement dangereuses. Fort courant, faible visibilité, plongée profonde. Ces descentes n'étaient pas anodines. C'était une plongée technique, une exploration à haut risque qui exigeait planification, précision et sang-froid. À environ 96 km au large de Point Pleasant, dans le New Jersey, à une profondeur de 70 mètres, le sonar capta une image. Il s'agissait d'un objet long et étroit, en forme de torpille, reposant sur le fond marin. Quelque chose d'artificiel, quelque chose d'ancien. Mais quoi? La curiosité s'est transformée en obsession. Lorsqu'ils ont plongé pour la première fois dans l'épave, la visibilité était terrible. Ils pouvaient à peine voir à quelques mètres devant eux. Le froid transperçait leur combinaison. La structure était partiellement enfouie dans le sable et enchevêtrée dans des décennies de filets de pêche. Quelques tours plus loin ont confirmé l'évidence. Il s'agissait d'un sous-marin. Et un gros. Et il ne devrait pas être là. Au début, ils ne voyaient ni numéro de coque, ni marquage. Il n'y avait aucune plaque d'identification, aucune plaque commémorative, aucun drapeau. Rien n'indiquait de quel navire il s'agissait. La structure était gravement endommagée. Le kiosque était partiellement effondré et la coque extérieure fissurée. Elle rouillait lentement jusqu'à l'oubli. Était-ce américain, russe, allemand? Personne ne le savait. C'est alors que les plongeurs lui donnèrent un surnom. You-Hoo. You-Hoo était une énigme qui défiait la logique. Aucun sous-marin connu de la Seconde Guerre mondiale n'avait jamais été déclaré perdu à proximité de cet endroit. Et pourtant, il était là, silencieux sous les vagues depuis près d'un demi-siècle. L'équipe de plongée entreprit une série d'expéditions de retour. Il ne s'agissait pas de plongées rapides. Ces plongées nécessitaient des mélanges gazeux spéciaux, trimix, des paliers de décompression minutieux et une planification méticuleuse. Les risques étaient extrêmes. Les plongeurs pouvaient souffrir de narcose à l'azote, d'intoxication à l'oxygène ou pire encore d'accidents de décompression. Mais chaque plongée apportait de nouveaux indices. À l'intérieur de l'épave, ils découvrirent des manomètres allemands avec des graduations métriques, des tuyaux, des vannes et des instruments. Il s'agissait clairement d'un sous-marin allemand. Mais lesquels? Ils ont récupéré de petits objets, assiettes, bols, pièces d'équipement. Certains portèrent l'aigle de la Kriegsmarine, mais rien de définitif. Le tournant est survenu lorsqu'ils ont découvert un couteau à beurre, taché mais intact, gravé du nom Orenberg. Non pas un numéro de modèle, mais le nom d'un homme. Cela a tout changé. Grâce aux archives navales et aux listes d'équipage, les plongeurs ont pu remonter jusqu'à une personne réelle, Georg Orenberg, membre d'équipage répertorié comme ayant servi sur l'U-869. Les plongeurs ont poursuivi leurs recherches, sous l'eau et dans les archives historiques. Lors d'une plongée ultérieure, ils ont récupéré des collecteurs de soupapes et des pièces de moteurs diesel portant des numéros de série. Ils ont remonté ces numéros jusqu'au registre du chantier naval de Deschimag AG Weser, l'entreprise allemande qui a construit l'U-869. Les pièces correspondaient, ils y étaient parvenus. Contre toute attente, ces plongeurs civils avaient identifié la mystérieuse épave. En 1997, 6 ans après la première plongée, la marine américaine a officiellement reconnu que le sous-marin coulé au large des côtes du New Jersey était bien l'U-869. Les implications étaient énormes. L'U-869 n'avait pas été coulé près de Gibraltar, comme l'affirmaient les archives militaires américaines depuis 1945. Il avait coulé au large de la côte est des États-Unis, à plus de 4800 km de l'endroit où l'histoire l'avait placé.
Les plongeurs ont prouvé ce qu'aucun enregistreur de guerre n'avait jamais fait. Ils ont localisé et identifié l'épave. Ils ont découvert la vérité. Et puis, une constatation troublante est arrivée. Personne ne cherchait l'U-869 là. Sans une poignée de plongeurs acharnés, il serait encore en train de rouiller dans l'anonymat, sans jamais pouvoir raconter son histoire. La marine américaine et les historiens en ont pris note. Les plongeurs d'épaves du monde entier considèrent désormais ce phénomène comme l'une des plus importantes identifications sous-marines jamais réalisées sans soutien institutionnel. Ni militaire, ni gouvernemental. Juste une équipe de plongeurs amateurs, de la détermination et des centaines d'heures dangereuses passées au fond de l'eau. Mais le mystère n'était pas complètement résolu. La grande question restait entière. Comment l'U-869 s'est-il retrouvé là? Son ordre de mission mentionnait Gibraltar. Les rapports de guerre le situaient en Europe. Alors, comment s'est-il retrouvé du mauvais côté de l'Atlantique? A-t-il été redirigé? A-t-il reçu de nouveaux ordres secrets? Ou bien un malentendu l'a-t-il poussé à agir seul? Aucun document ne permet de répondre à cette question. Les archives de la Kriegsmarine étaient incomplètes, et les hommes à bord de l'U-869 avaient tous péri avec le sous-marin. Une tombe avait été découverte. L'histoire semblait exacte. Mais le véritable mystère de l'U-869 ne faisait que commencer. Était-ce une mort causée par un tir ami, ou pire? Lorsque les plongeurs de sauvetage confirmèrent que l'épave au large des côtes du New Jersey était, sans l'ombre d'un doute, celle du sous-marin allemand U-869, un nouveau mystère apparut. Pourquoi avait-il coulé? La question semblait simple. Mais à mesure que les plongeurs explorèrent l'épave et que les chercheurs réexaminaient l'histoire, les réponses devenaient de plus en plus nébuleuses. Des théories concurrentes émergeaient, chacune étayée par des preuves, chacune comportant des lacunes qui rendaient la vérité presque inaccessible. Les deux explications les plus largement acceptées, encore largement débattues aujourd'hui, sont les suivantes. L'U-869 a été détruit par son propre canon. Il a été détruit au combat par des navires de guerre américains. Commençons par le premier. Les torpilles allemandes de la Seconde Guerre mondiale étaient puissantes, mais loin d'être parfaites. Parmi leurs nombreux défauts figurait un défaut terrifiant, le Circle Runner. Une torpille conçue pour se déplacer en ligne droite pouvait, à cause d'un gyroscope défectueux ou d'un problème de système de contrôle, amorcer une large courbe, puis faire demi-tour et rebrousser chemin vers le sous-marin qui l'avait lancé. Le résultat? Une mort auto-infligée. Et ce n'était pas seulement une possibilité théorique. Cela s'est produit à plusieurs reprises pendant la guerre, et chaque commandant de sous-marin connaissait le risque. Les partisans de la théorie du Circle Runner pensent que c'est précisément ce qui a condamné l'U-869. Ils affirment qu'après avoir tiré une torpille, probablement lors d'un combat ou d'un essai, l'arme a dévié de sa trajectoire et a fait demi-tour. Avant que l'équipage puisse réagir, la torpille a percuté le flanc de leur propre sous-marin. Des preuves circonstancielles étayent cette théorie. Premièrement, rien ne prouve que l'U-869 ait engagé un navire ennemi, aucun rapport ne fait état d'un tir de torpille réussi, et aucune trace d'une tentative d'attaque n'a été conservée. Deuxièmement, l'épave présente d'importants dommages internes dus à l'explosion, compatibles avec une détonation de torpille à proximité ou contre la coque, mais sans impact direct de l'extérieur. En d'autres termes, l'U-869 aurait pu couler de lui-même, mais cette théorie n'est pas infaillible. Une autre hypothèse est que l'U-869 aurait été localisé et détruit par deux navires de la marine américaine, l'USS Howard D. Crowe et l'USS Coiner. Selon cette version, le 11 février 1945, les deux navires auraient détecté un sous-marin dans la zone, probablement grâce à un sonar ou à des hydrophones. Ils lancèrent une attaque coordonnée à la grenade sous-marine. Après la guerre, cet engagement fut crédité du naufrage d'un sous-marin non identifié, plus tard considéré comme l'U-869. Les archives officielles de la marine américaine ont longtemps consigné cet événement comme le destin final du sous-marin. Même après la découverte de l'épave du sous-marin au large du New Jersey, la marine a maintenu que ce sont ces grenades sous-marines qui ont causé le naufrage. À première vue, cette explication paraît simple, mais elle soulève plusieurs questions complexes. Tout d'abord, le timing. L'U-869 n'était pas censé se trouver près de la côte est des États-Unis. Sa mission était dirigée vers Gibraltar. Si des navires de la marine attaquaient un sous-marin dans cette zone, pourquoi ne l'a-t-on pas appelé U-869 plus tôt? Deuxièmement, l'emplacement de l'épave elle-même. L'emplacement de l'épave de l'U-869 ne correspond pas exactement aux coordonnées rapportées par les USS Howard D. Crowe et l'USS Coiner. Il est proche, mais pas exact.
suffisamment proche pour éveiller les soupçons, mais suffisamment éloigné pour susciter des doutes. Troisièmement, les analyses sonars et l'évaluation des dégâts. En explorant l'épave, les plongeurs ont découvert que plusieurs tubes lance-torpilles étaient encore scellés. Si l'U-869 avait engagé le combat, pourquoi n'avait-il pas utilisé tous ses canons, ou au moins une partie? Pourquoi a-t-il été apparemment pris par surprise? À mesure que les plongeurs passèrent du temps à l'intérieur du sous-marin coulé, les indices dressaient un tableau contradictoire. La partie avant du sous-marin présentait d'importants dégâts, écrasés vers l'intérieur et tordus par la force. Certains compartiments internes ont implosé, suggérant une onde de choc interne plutôt que l'explosion d'une grenade sous-marine à proximité. Parallèlement, certaines parties externes de la coque présentaient des déformations qui pourraient correspondre aux ondes de pression d'une grenade sous-marine. Mais ces marques étaient moins importantes que celles attendues si le navire avait été touché directement par le dessus. Une observation s'imposait. La salle de contrôle et la salle des torpilles étaient restées relativement intactes. Les dégâts étaient importants, mais compartimentés. Cela suggère une explosion interne localisée. Peut-être celle d'une torpille ayant explosé alors qu'elle était encore dans le tube ou peu après son lancement. La position de l'équipage à l'intérieur du sous-marin a ajouté à la confusion. Des restes squelettiques dispersés au fil du temps suggèrent que personne n'a réussi à atteindre les trappes de secours. Il n'y a eu aucune tentative d'urgence de faire surface, aucun signe de remontée d'urgence. Tout s'est produit rapidement, violemment, sans avertissement. Quelle que soit la nature de la collision, intérieure ou extérieure, avec l'U-869, l'équipage n'a eu aucun temps de réaction. Le mystère est encore amplifié par les incohérences des archives militaires de l'époque. On a longtemps cru que l'U-869 se trouvait loin des côtes américaines, et le sous-marin que l'on croyait coulé par des destroyers américains n'a jamais été définitivement. Cela laisse planer le risque d'erreur d'identification de part et d'autre. Peut-être que l'USS Howard D. Crowe et l'USS Coiner ont bel et bien coulé un sous-marin, mais pas l'U-869. Peut-être l'U-869 était-il déjà perdu à ce moment-là, détruit par une torpille défectueuse quelques jours plus tôt. Ou peut-être que les deux théories sont fausses. Il est également possible que l'U-869 ait effectué une mission classifiée avec des ordres redirigés qui n'ont jamais été officiellement enregistrés. Cela expliquerait sa localisation inattendue et son silence radio. Cela pourrait également expliquer le secret entourant sa découverte, même des années après la découverte de l'épave. À mesure que les preuves s'accumulaient, la réponse devenait de moins en moins définitive. Les deux théories étaient cohérentes, mais toutes deux comportèrent des failles. La disparition de l'U-869 restait une affaire classée. Un détail qui hantait les plongeurs était le fait que les tubes lance-torpilles étaient encore scellés. Si le sous-marin avait été en combat, pourquoi n'avait-il pas tiré? S'il avait été victime d'un runner circulaire, où était le journal de bord? Et s'il avait été pris en embuscade, comment avait-il pu être capturé alors que ses canons étaient encore inutilisés? L'idée que l'U-869 ait été détruit avant même d'avoir tiré un seul coup de feu rendait l'histoire d'autant plus tragique. Il avait parcouru des milliers de kilomètres en mode furtif pour finalement mourir silencieusement, sans même avoir eu la possibilité de riposter. Cela donne également du poids à une dernière pensée troublante. Que faisait-il donc sur la côte des États-Unis? Cette question, à laquelle personne ne pouvait répondre, allait enfin trouver un indice de la manière la plus inattendue. Car, alors que tout le monde pensait que le mystère ne pouvait s'approfondir, ils ouvrirent un compartiment scellé. Les compartiments cachés. Pendant des années, les plongeurs ont exploré l'épave de l'U-869, confrontés aux mêmes risques et limitations. Profondeur, courant, visibilité, tout jouait contre eux. Mais fin 2024, grâce à un équipement plus moderne et à une planification de plongée plus précise, une partie du sous-marin longtemps considérée comme inaccessible a finalement été atteinte. Croyez-moi, ce que les plongeurs ont découvert à l'intérieur du sous-marin nazi coulé vous laissera sans voix. C'était un compartiment étanche, effondré par endroits, presque scellé par la corrosion, la pression et le temps. Selon les membres de l'équipe de plongée qui ont requis l'anonymat, cette zone était probablement restée intacte depuis le jour où l'U-869 a heurté le fond marin en 1945. À l'intérieur, ils ont découvert ce que l'un des plongeurs a qualifié de capsule temporelle parfaitement préservée. Le compartiment contenait des casiers personnels, des boîtes de rangement verrouillées et des coffres de sol encore intacts, certains étant maintenus ensemble par des joints en caoutchouc, quoique précairement. Parmi les objets récupérés figuraient les vestiges typiques de la vie à bord d'un sous-marin nazi. Boîtes de rationnement, journaux de bord et vêtements.
Mais ils ont ensuite découvert quelque chose de bien plus inhabituel. Des objets qui ont immédiatement attiré l'attention des historiens et des services de renseignement. Des sources proches de l'enquête ont décrit la découverte d'un poignard de cérémonie appartenant à un officier de la Kriegsmarine. Sa lame serait gravée d'une devise utilisée par les unités navales d'élite. À côté, plié dans une boîte étanche, se trouvait un uniforme de la Kriegsmarine, portant encore l'insigne de l'aigle de fer et un brassard rouge orné d'une croix gammée, mieux conservé qu'on aurait pu l'imaginer. Mais la suite surprit même les chercheurs les plus aguerris. Enfouie sous des couches de documents scellés et enveloppés de toile cirée, se trouvait une boîte contenant des souvenirs nazis, dont un drapeau à croix gammée en parfait état, plié avec une précision militaire. On y trouvait également des tracts de propagande en anglais, destinés à attiser le mécontentement de l'opinion publique américaine, ainsi que ce qui semblait être un livre de code partiellement crypté, portant les marques de l'Abwehr, le service de renseignement militaire de l'Allemagne nazie. La découverte était si inattendue et si politiquement sensible qu'elle ne fut jamais rendue publique. La raison de ce secret ? La possibilité que l'U-869 ne patrouillait pas seulement dans l'Atlantique. Il se pourrait qu'il ait été envoyé pour larguer des agents ou du matériel sur le sol américain. La théorie reste à confirmer, mais ses implications sont effrayantes. Un débarquement secret d'un sous-marin nazi près des côtes américaines, même à ce stade avancé de la guerre, bouleverserait ce que nous pensions savoir des opérations allemandes dans l'hémisphère occidental. Mais il y a un autre point, la culpabilité du survivant. Des 56 hommes affectés à l'U-869, tous étaient présumés morts lorsque le sous-marin coula au début de l'année 1945. Mais il manquait un nom à la liste finale des victimes. Un homme qui aurait dû être à bord, mais qui n'y était pas. Il s'appelait Herbert Goschowski. Herbert devait initialement faire partie de l'équipage de l'U-869 pendant les préparatifs de la mission, mais suite à une maladie contractée avant le départ du sous-marin, il fut retiré de la mission. Un autre marin prit sa place. L'U-869 partit sans lui. À l'époque, ce changement semblait mineur, un simple ajustement de personnel, mais ce simple changement d'équipage allait définir le reste de la vie d'Herbert. Pendant des décennies, Goschowski a vécu avec la même hypothèse que les historiens militaires et les familles des morts. L'U-869 avait été perdu près de Gibraltar, probablement détruit par des grenades sous-marines alliées. C'était la version officielle, acceptée par la marine allemande et la communauté historique d'après-guerre. Puis, dans les années 1990, un groupe de plongeurs américains explorant les eaux au large de Point Pleasant, dans le New Jersey, a découvert les restes d'un sous-marin coulé. Dans le cadre de leurs recherches, les plongeurs ont commencé à contacter les proches survivants de l'équipage d'origine. Leurs recherches les ont menés à Herbert, qui vivait en Allemagne, des décennies après la guerre, mais qui portait encore en lui le souvenir de ceux auprès desquels il s'était entraîné. Selon le plongeur et chercheur Richie Kohler, Herbert était initialement sceptique lorsqu'on lui a annoncé que l'U-869 avait été retrouvé, non pas au large des côtes espagnoles, mais au large de la côte est des États-Unis. Cette nouvelle contredisait catégoriquement tout ce qu'on lui avait dit et cru pendant plus de 50 ans. Mais les preuves étaient indéniables. Les plongeurs ont présenté des photographies d'objets récupérés dans l'épave, notamment des effets personnels, des composants techniques et même un couteau gravé au nom de Georg Orenberg, l'un des membres d'équipage qu'Herbert avait connu. Richie et son collègue plongeur John Chatterton, qui a ensuite coécrit le livre Shadow Divers avec Robert Curson, se sont remémorés leur conversation avec Herbert. Il confirma que le Orenberg identifié par la gravure sur le couteau avait bel et bien servi sur l'U-869. Il se souvint également de l'entraînement de l'équipage et de l'ambiance des dernières semaines précédant le départ du sous-marin. Sa maladie l'avait empêché de rejoindre ses compagnons de bord. Il ne s'agissait pas d'un événement dramatique, d'une décision de dernière minute, d'un ordre du commandement. Il s'agissait simplement d'une question d'aptitude médicale. Il avait été relevé de ses fonctions, et le sous-marin était parti sans lui. Interrogé sur son sentiment face à cette découverte, Herbert aurait semblé ému, mais retenu. Il a reconnu l'étrange chance qui lui avait sauvé la vie, et a exprimé sa tristesse face à la perte de ses anciens collègues. Il n'a pas recherché la publicité. Il n'a pas accordé de longues interviews. Il entretint néanmoins une correspondance avec les plongeurs et les auteurs qui travaillèrent sur l'histoire de l'U-869. Ces souvenirs contribuèrent à confirmer l'identité des membres de l'équipage et à valider les documents historiques allemands, fournissant des informations précieuses sur la composition finale de l'équipage du sous-marin. Herbert mourut en 2005. Il ignora l'existence du compartiment scellé. Ou peut-être qu'il le savait, mais qu'il ne voulait tout simplement pas en parler. Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires.